Salut, salut! Bienvenue sur Another Homepage. Comme toujours, c'est Nils. J'espère que vous allez bien pour ce petit live improvisé. Il y a déjà quelques personnes, ça fait super plaisir. J'espère que le son et l'image ne sont pas décalés. On va faire comme d'habitude. Pour les quelques-uns qui sont déjà là, si vous êtes attentif et dans les parages, n'hésitez pas à me dire si vous voyez un décalage entre le son et l'image. On va clapper un instant. Si il n'y a personne pour me dire qu'il y a un décalage, et ben on avancera. En tout cas, j'espère que vous avez passé toutes et tous une bonne journée. Hey, salut Fabstock! Bonne année à toi aussi et bonne année à toutes et à tous qui me regardaient. J'espère que jusqu'à maintenant, le début d'année se passe bien. Ah et Fabstock regarde son son. Ah. Salut Tix le Geek! J'espère que ça va. Salut à toi Karken. Ah c'est fantastique, il y a un peu de monde ce soir. Pour un truc que je lance comme ça à l'improviste. Je suis content de vous voir. Alors. Est-ce que c'est le mot HomeLab qui vous a ramené? Alors. Normalement, j'ai déjà fait les annonces sur les réseaux sociaux. Hop. Salut Insgad, bienvenue à toi. Alors. Donc oui, c'est le mot HomeLab qui vous a... Bon. Ben, on va peut-être s'y mettre alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça faisait un petit moment que j'avais comment dire, j'avais mis la partie HomeLab de côté. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en début d'année dernière, j'ai tenté un upgrade matériel de mon serveur que j'appelle le HomeLab. Oh et salut Haribo, j'espère que tu vas bien. Donc j'avais commencé ça en me disant bon bah j'ai un gros boîtier, j'ai une nouvelle carte mère qui rentre dedans, je vais démonter les radiateurs de la carte mère actuelle et puis je vais les placer dans la nouvelle. Ça c'était comment dire, c'était moi qui étais vraiment naïf. Oh salut Fixoulab, c'est gentil de passer nous voir. Allez, petit shoot out à l'ami Fixoulab. Hop, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Il fait des trucs marrants avec des consoles de jeux et d'autres vieux trucs. Des consoles de jeux rétro, c'est assez sympa. Donc, j'étais franchement naïf. Oh bah écoute, moi ça va, Fixou. Je suis très content d'être là. Ouais, c'est ça, il y a du beau monde. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé un peu con parce que en fait, les ventirades de mon matos précédent n'étaient pas compatibles avec le nouveau. Parce qu'en fait, le nouveau avait quelque chose d'assez particulier. Je vous le raconte pour l'anecdote. Non, j'ose espérer qu'à moins que vous récupériez du vieux matos serveur, ça ne devrait pas vous arriver. Ah bah merci, c'est gentil Fixou. C'est peut-être la lumière qui fait ça. J'ai un peu de la lumière de partout, hein, j'en ai de partout ou presque. Il y en a par là, il y en a par là, il y en a un petit peu au fond par là, puis il y en a derrière aussi. D'ailleurs on voit pas très bien derrière. Hop là. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? On va peut-être baisser un petit peu. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, il y a assez en dessous de la tête et il y a assez autour. et on voit un petit peu la lumière autour, même si c'est vrai qu'elle en voit un peu. Où en étais-je avant de drifter sur la lumière? Oui, je disais donc que pour l'anecdote, figurez-vous que dans le cas de certaines cartes mères,
de chez Intel. Alors je ne sais pas pour AMD, parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas vu un socket AMD. Je crois que le dernier socket AMD que j'ai vu, c'était les premiers Athlon 64. Donc c'est vous dire, ça remonte. Hein. Et en fait, chez Intel, il y a un socket qui est le LGA 2011. Et en fait, le LGA 2011, il a une particularité. Alors, je crois que ça peut arriver peut-être dans d'autres, comment dire, peut-être sur d'autres sockets, mais il a ce qu'on appelle un Square ILM et un Narrow ILM. Alors derrière ces trucs un peu barbares, en fait, je vais vous montrer sur une photo, parce que je peux pas vous le montrer en direct, la machine est allumée. Hop, voilà. Ceci, jusque là j'ai envie de dire tout va bien. Je vais peut-être remonter un petit peu. Non, pas en plein écran. Ah là là, hop. Je vais remonter un peu. Ceci est donc un socket de processeur. Et donc, là vous allez me dire, bah ouais, ok, c'est un socket de processeur, on met le processeur dedans, il y a les 4 emplacements pour visser un ventirad, tout va bien. Si vous remarquez bien en plus sur cette photo, là vous voyez ça fait à peu près un carré, à peu près. Et je ne sais pas s'ils ont d'autres photos sur Wikipédia, non il n'y a pas d'autres photos sur Wikipédia. Est-ce qu'ils parlent du Narrow ILM là-dedans? Ouais. En gros, ils vous disent qu'il y a deux manières, deux formes. La première, donc celui qu'on a vu, qui est effectivement un carré, puisque ça fait 8 cm par 8 cm. Et la deuxième, d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un souci avec... Je suis vraiment... Attends, j'avais le... Oh, c'est ouf ça. Faudrait que je réduise encore plus. Ah, ça fait pas mal ça quand même. Ça fait beaucoup. Il s'est passé quoi sur le... Bon, bref. Toujours est-il que à ce niveau-là, on a aussi une version en fait en rectangle qui fait voilà 5 cm et quelques par 9 et quelques. Ce qui fait que c'est plutôt rectangulaire. Ce qui veut dire que un ventirad, je sais pas si j'ai de quoi... non, j'ai pas de quoi vous montrer. Mais quand vous avez les fixations d'un ventirad, ben, en fait, quand vous achetez un ventirad, vous avez différentes fixations qui vont être plus ou moins carrées, plus ou moins rectangles, selon le type de machine. Je sens venir le besoin de vis en forme de manuel. Non, on n'y est pas à ce point-là. C'est juste c'est juste un truc bête et méchant, c'est que bah, les carrés ça rentre pas dans les rectangles et les rectangles ça rentre pas dans les carrés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un ventirad qui est dit compatible LGA 2011, c'est pas garanti qu'il soit compatible LGA 2011 pour Narrow ILM. Faut spécifiquement chercher des ventirades pour Narrow ILM. Donc deux possibilités, soit vous en avez rien à faire du bruit et vous achetez les solutions de refroidissement serveur classiques qui font 1U, 2U ou 4U, et dans ces cas-là vous avez aucun souci. Ou alors vous en avez quelque chose à faire du bruit, ce qui est un peu mon cas, et dans ce cas-là vous vous retrouvez à regarder ce qu'il y a dans des gammes plus grand public mais un minimum on va dire enthousiaste pour pouvoir avoir un système qui fait pas le bruit d'une turbine au démarrage, d'un avion au démarrage, au décollage je devrais dire d'ailleurs. Et en fait, voilà, ils disent que le Narrow One, c'est uniquement dans les applications à contrainte d'espace.
Et donc c'est le problème que j'ai eu. Et donc il a fallu que je regarde pour budgétiser, pour regarder un truc qui n'était pas trop cher. Si jamais vous avez ce problème un jour, en tout cas sur ce socket là, sachez que alors je ne fais pas de pub, hein, ils sont pas sponsors, j'ai pas de sponsor, mais chez Noctua, si je tape socket 2011 Naro ILM, c'est juste que j'ai plus exactement la ref, mais c'est celui-là, voilà, le NH D9DX. Donc je me suis procuré d'abord en un exemplaire pour vérifier que ça fonctionne bien, et quand je me suis aperçu que ça fonctionnait pas mal, et ben je me suis procuré un deuxième. Donc c'est même précisé d'ailleurs, voilà, LGA 2011 dans les deux types. Donc à partir de là, tout de suite c'est mieux. Donc ça c'était la première blague. Alors la deuxième blague, il se trouve que elle n'est pas encore terminée. La deuxième blague, c'est que sur la machine, maintenant que j'ai les deux ventirades avec chacun donc le ventilateur qui tourne, il se trouve que pour une raison que j'ignore, le ventirad, le ventilateur tourne à vitesse maximale. Et il faut que j'aille vérifier dans des options de de performance, de puissance ou de consommation, comment faire en sorte que je puisse lui dire vas-y, tourne moins vite. Ce que j'ai fait dans l'immédiat, c'est qu'en fait je les ai littéralement débranchés, puisque j'ai des ventilateurs dans le boîtier qui eux sont contrôlables de façon indépendante via un petit interrupteur directement dans le boîtier. Et à ce moment-là, je crois que j'ai 4 positions. J'ai une position automatique, où là de toute façon les ventilateurs sont fond de balle parce que la carte mère dit fond de balle. Et puis j'ai 3 niveaux qui est vitesse faible inaudible, vitesse moyenne et vitesse maximale. Là dans l'immédiat, je crois que ça tourne actuellement et qui sont au minimum. Et si jamais je me connecte dessus et que je fais sudo ipmi tool sensor, hop, tac, et vous pouvez voir en termes de température, alors là on est en idle, ce qui est quand même un peu dommage, on est déjà quand même à des températures un peu élevées. Mais si je pousse à fond, alors là vous avez vu, il n'y avait qu'un seul ventilateur qui tournait à seulement 400 tours minute, ce qui est peu. Là moi je commence à entendre derrière, ça souffle un peu, mais ça reste complètement supportable dans l'immédiat. Salut Manu, j'espère que tu vas bien. Et si jamais je fais ça, et que je refais un petit IPMI sensor, donc bon, la température n'a pas encore eu le temps de baisser, mais vous pouvez voir qu'on est monté à 900 tours minute. Donc ça c'est un truc qu'il faudra que je règle, mais dans l'immédiat, de toute façon, voilà, dans les 50-60 degrés, j'ai encore un peu de marge avant d'atteindre les valeurs limites que j'ai de toute façon fixées moi-même. Mais j'ai encore le moyen d'arranger les choses. Oui, tout à fait, Fabstock, c'est du biprocesseur. Et pour l'anecdote, je pense que d'habitude, sur la version précédente du HomeLab, c'était le CPU2 qui était un petit peu plus, qui avait un peu plus chaud que le premier. Là, c'est le contraire. Je pense que c'est parce que le CPU2 est en fait plus proche des ventilateurs du boîtier. Donc il y a plus d'air aspiré naturellement. Alors que le premier fait un peu plus appel à la convection naturelle. Alors peut-être que je pourrais rebrancher le ventilateur sur seulement celui-là, mais tout de suite les ventilateurs se mettent à tourner à 2000 tours minute et c'est un petit peu plus... ça s'entend un peu plus et c'est un petit peu plus embêtant au bout de 30-40 minutes, ça devient un peu casse-pied quoi. Mais c'est un truc que je pense que j'essaierai de résoudre à un autre moment. C'est pas forcément l'objet du
du live de ce soir. L'objet du live de ce soir plutôt, alors ça c'était plutôt de l'intro, c'était de se dire, on avait un projet à une époque, hop, qui était ce projet-là. Je sais pas si certains ou certaines se rappellent, c'était le projet du lab Ascode. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, c'était bien mais c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, et comment je vais l'implémenter, bah, j'aimerais vous en parler, j'aimerais qu'on en discute ensemble, s'il y a des gens qui ont un avis sur la question, et que comme ça, on puisse voir, parce qu'en fait, il y a des choses que j'ai apprises grâce à notamment ce qu'on a pu voir dans les lives de l'année dernière, notamment des choses à base de VPN, des choses à base de Pyhole, qu'on ne voyait pas forcément avec ce premier lab Ascode. Et donc, je vais... Est-ce que j'ai moyen de créer une nouvelle... Ah, oui. Si je fais nouveau... je vais faire nouvelle page, et puis j'enregistrerai dans un autre fichier. Ce que j'ai envie de faire. Alors, déjà, je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça, copier, coller. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, grosso modo, c'est la configuration de base que j'ai sur la machine physique. Parce que donc la machine physique, là, le Apart Home Lab, donc c'est une machine qui est sous... C'est quand même chelou cette affaire. Pourquoi j'ai... Alors je vais vous demander 2 petites minutes, parce que pour moi il y a un truc qui est vraiment pas normal. Il y a une partie de l'écran qui n'est pas visible. Et on va aller... Je vais aller... Ah, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Maintenant, si je reviens avec ça, voilà, c'est parfait. Très bien. Donc, salut Lapin Féroce, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Donc, là, je suis sur ma machine Apart Home Lab, qui est donc la machine, comment dire, la machine du Home Lab. Et c'est sous Linux. Je sais plus si j'ai installé NeoFetch. Non, c'est pas grave. Bon, si je fais un cat etc OS release, donc on a une Fedora. Si je vous fais un petit lscpu pipeless lscpu, hop, voilà. Donc on a un Xeon E5 2660 V2 qui a donc 10 cœurs, 20 threads, il y en a 2, donc il y a 40 threads. On a 256 Go de RAM. Et en termes d'espace disque, eh ben, on a la même chose qu'on avait avant. On a un 120 Go en disque de boot système. Et on a un var libvirt qui fait 1 Tera, qui est sur son SSD tout seul. Et tout ça donc est sous Linux. Et bien entendu, j'ai libvirt qui est installé avec 0 VM dans l'immédiat. Et si je fais un petit net-list, voilà, on voit qu'il y a un réseau par défaut. Et que si je fais un petit net dump XML de default, voilà, on peut voir que donc j'ai un réseau NAT en fait qui est déjà créé au niveau de la solution de virtualisation, qu'il a créé un bridge qui s'appelle Virber 0 et que dedans j'ai un subnet en 192.168.122.1, enfin 122.0/24, et que il a un DHCP qui est branché. Donc je peux créer une VM tout de suite là-dedans. Elle aura accès à Internet en sortant par l'hyperviseur
qui lui va faire office de routeur. Et c'est donc ce que je présente ici, c'est que bon alors ça je vais pas mettre DHCP, je vais enlever le DHCP qui est là, parce que de toute façon la machine est en IP fixe. Mais donc en gros là je veux juste faire un diagramme réseau, je vais pas forcément préciser machine virtuelle ou pas. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai quelques problématiques, quelques envies, et on va en causer. Alors déjà la première chose c'est qu'on va rajouter un subnet. Ce subnet, hop, on va le rajouter tout simplement au-dessus. Hop. Voilà. Je zoome, c'est une chose, mais... Comme ça, on va pouvoir le descendre un peu. Voilà. Quoique... Non, si, c'est bon. Il est là, ok. Et... Hop. Donc là, la machine, on va peut-être lui indiquer que c'est son... Ah oui. Hop. Salut Freedom. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Comment je faisais avant? Je mettais des noms... Je mettais les noms en gras, a priori. Je crois que c'est dans Edit Style. Non. Oh bah oui, ça va. Tac, tac, tac. Éditer data non plus. Il y avait un truc à une époque. Comment j'avais fait? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Draw.io, alors du coup je suis un peu rouillé. Ah, c'est peut-être parce que je n'ai pas... Voilà, c'est ça qui me manquait. Et si je vais dans... Non, pas dans style, dans... Ça, voilà. Et là, ce que je veux, c'est le texte. Je veux le mettre en gras. Et ce que je vais faire, c'est que... Bah, ah oui, de fait, je l'avais mis ici. Tu as fait une formation Windows 3.11, hein, tu connais les ordi. on va la mettre ici, l'IP. Et le Apartum Lab, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre... si je le mets... Position... Bottom right. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça que je... Si je fais bottom right. Voilà. C'est peut-être un peu trop. Donc si je mets ici 0, c'est un petit peu plus. Et si je fais... si je le ramène un peu sur la gauche et que je fais 10, non. C'est plutôt 0 ici. Et si je fais 10 ici, 50. Non plus, ça fait rien du... Ah oui, ça fait rien du tout parce qu'il est aligné à droite. Donc il faut que je lui fasse ici, on va dire moins... Allez, moins 20. Tac, voilà, il est un petit peu plus à côté. Donc ça c'est notre hyperviseur qui fait office de routeur. Maintenant, j'ai l'impression que la musique... Hop là. J'ai l'impression que la musique... Oui, remarquez, vous me direz, la musique, la playlist, elle fait 25 minutes. Et ça fait 26 minutes, donc c'est normal. On revient à la chanson du début. Hop. Donc, où en étais-je? Ça. Tac, ça c'est mon réseau à la maison. Donc ça c'est le réseau sur lequel on a notamment, par exemple, si je vais chercher... Tiens, j'ai pas mis de... J'ai pas mis d'ordinateur là-dedans. Alors, si je vais chercher un ordinateur. Hop. C'est bien ça. Hop, une bonne vieille tour. Tu as même appris à faire un clic droit, tu as bien redressé ton dos.
Le prof a dit que c'était bien, mais c'est sur le bouton droit sur la... Donc, j'ai notamment ici, moi, mon PC de stream. Voilà. Hop. J'avoue, c'est... On va le descendre un petit peu. Pour le moment. Ça touchera pas, mais c'est pas grave. Non, je veux que ce soit droit. Je veux pas que ce soit... Voilà. Bon, c'est peut-être un poil en biais, mais... Voilà. Donc j'ai le PC de stream. Et en fait, là-dedans, ce que je voudrais faire, c'est avoir... on va mettre ça, tiens. Ça. Et j'en voudrais en mettre un deuxième. Alors. Ce que je voudrais faire, en fait, ça c'est le réseau classique. Mais ce qui me botterait bien, en fait, serait de faire un deuxième... une sorte de deuxième... comment dire? Le deuxième sous-réseau. Voilà. Toi, tu serais... on va appeler homelab. Homelab-out. Parce que ensuite, ce que je n'ai pas... Ce que je vous ai pas mis, c'est... on va recopier ça. Sauf que tout ça, ça va venir. Oula. Hop. Ça, c'est forcément ici. Puisque c'est ma box internet. Voilà. On va arranger. Non, j'ai dit texte. Bottom right. Voilà. Hop. Ça, c'est ma box internet. On sort sur internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi je veux un homelab out, c'est que en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir un autre subnet ici. Et ce homelab out, alors on va lui... Je vais lui mettre 123.0, mais honnêtement, c'est pas... En fait, certes, l'idée c'est qu'ils viennent comme ça, en fait, qu'ils ne soient pas reliés en fait à ce réseau-là de l'hyperviseur, mais qu'ils viennent vraiment comme ça, directement. Pourquoi? Parce que ce que j'aimerais, c'est prendre une flèche comme ça, avoir un VPS ici, hop, on va mettre là le truc, hop, voilà, et en fait ce que j'aimerais c'est avoir un tunnel VPN qui part de lui, alors non pas du tout, moi je travaille pas avec Windows 3.11, mais en gros l'idée ce serait d'avoir un tunnel VPN qui soit relié entre les deux ici. Hop, je veux du gras, je veux du 20 points, voilà, pour que en fait, ben ce routeur là, en fait, tout le trafic que je vais mettre ici, alors je vais mettre genre expérimentation, voilà, paf, un autre que je vais appeler labo,
Tac. Un autre que je vais appeler bidouille. Puis un dernier qu'on va, hop, on va le copier de là, et puis on va l'appeler truc. Non, on va l'appeler divers même, voilà. Et donc comme ça, on aurait plein de machines qui seraient derrière ce réseau-là. Hop. Non, tu viens ici, voilà. Comme ça, par exemple. Je fais ça à l'arrache, mais c'est pour vous montrer un peu le truc de base, hein, mais voilà. Et donc l'idée, ce serait d'avoir un truc comme ça. Donc de temps en temps, ici, si par exemple, moi, j'ai besoin de faire des choses... Alors... Fabstock, j'ose pas la mise à jour. Et donc, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être amusant à mettre en place comme fonctionnement. Alors, parmi les choses que j'aimerais mettre en place et qui seraient, entre guillemets, les piliers de ce nouveau système HomeLab, eh ben, ce serait de commencer par... Alors... Un premier truc, hop, on va essayer de mettre ça proprement, ce serait ici, on va appeler HomeLab -all. Alors pourquoi -all? Bah, tout simplement, eh oh, pourquoi tu me fais ça en deux hop, on va le mettre en bleu alors, vu la couleur, hop, allez, on va aller chercher un beau bleu, bon, c'est peut-être pas un super beau bleu, mais voilà. Mais en gros, l'idée, ce serait que tout le trafic sortant de tout ce que je pourrais faire comme VM, vous savez, toutes les VM, par exemple, que j'avais créé l'année dernière, les trucs de auto-hébergement, je pense notamment à Cozy Cloud, sur lequel j'aimerais bien refaire un live, et ben, quand les machines vont devoir sortir sur Internet, elles ne sortiront pas directement juste par ma box, elles passeront par ce tunnel VPN, et elles sortiront via un point de sortie sur Internet. Un autre point de sortie, qui pourra être d'ailleurs en France ou ailleurs. Ça, c'est, j'ai envie de dire, ce sera selon ce que je vois d'intéressant. Voilà un peu l'idée que je me donne. Et pour l'anecdote, moi, dans mon réseau, j'ai des trucs entre guillemets qui traînent. Hop. J'ai par exemple si je mets serveur, je suppose qu'il va aller me chercher des trucs. Allez, tiens, hop, serveur desktop, c'est bien ça. Voilà. Et donc, on va peut-être plutôt prendre ça, tiens. Parce que ça, hop. Hop. Voilà. Et là, par exemple, je vais mettre de la métrologie. J'avais fait un live sur notamment LibreNMS. Figurez-vous que je me suis gardé un LibreNMS dans mon réseau, chez moi. Il me permet de grapher des trucs parfois intéressants. Et ce que je me disais, c'est que ce serait marrant que j'arrive à lui faire grapher au moins genre les interfaces et les informations de cette machine-là, qui de fait serait dans le même réseau ici. Ah bah, salut. Je sais pas si t'as dit bonjour Gizmo. Non, et bah salut à toi Gizmo d'ailleurs. C'est quand même assez pratique comme outil. Et donc ce que je me disais, il faut que je tripote Grafana. Ouais, ben... alors pour l'instant, je reste sur du LibreNMS. Salut à toi aussi Gizmo. Non, c'est juste que c'était pas pour te dire mince, t'as pas dit bonjour, c'est juste que je craignais d'avoir loupé ton bonjour en fait. Et donc, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être marrant comment dire,
de faire ce genre de manip là. Alors la question que je me pose, tu fais parfait mon pression. Alors je ne ressemble pas à une bague d'ailleurs, je ne suis pas un anneau, hein, attention. Bref, toujours est-il que l'une des problématiques que j'ai, c'est que je me pose la question de comment est-ce que je vais gérer en fait la partie, cette partie-là. Je pense que ça, je vais installer un ViOS. Vous savez que j'aime bien cette distrib hein, sur cette chaîne. Un ViOS, c'est un OS que j'apprécie bien. Les seuls trucs qui m'embêtent, c'est que pour le moment, c'est pas encore tout à fait prêt à l'heure de, j'ai envie de dire, de l'infra as code. Faut encore faire, comment dire, faut encore refaire des trucs soi-même. Faut genre créer les images soi-même pour leur intégrer Cloud Init. Mais ce que j'ai vu que des images ISO. Je crois que j'ai pas encore vu d'images disques prêtes à l'emploi. Faudrait que je recherche, tiens. On va aller regarder ça un instant tout de suite. Si je fais ViOS VM image, est-ce qu'on en trouve sur internet? Sur l'internet mondial et convivial. ViOS VM image. Ah bah tiens. Finalement si. Surtout qu'en plus c'est vraiment chez ViOS. Est-ce qu'il y aurait des Ansible playbooks to build ViOS? Ah bah non, c'est ce que j'ai des... Je m'en étais déjà servi ça, ouais, avec leur Docker build. Tac tac tac, Vagrant libvirt. Bon, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais... Ansible Q. C'est une vieille ViOS en plus. Bon, c'est un peu dommage. Donc si ça se trouve, ce que je vais faire... Je vais probablement prendre une image ISO nightly et oh, remarque le dernier commit hier. Mais en fait, faut builder soi-même en fait, c'est ça. Faut la builder soi-même. Mais ce serait un petit peu ouais, ce serait sans doute plus simple d'aller prendre l'ISO effectivement et de faire ça à la main, tant pis. Parce que je vous avoue que j'ai quand même envie de continuer à faire certaines choses. Si je veux une image QEMU déjà faite, c'est du mieux. Ben ouais, j'aimerais bien une image QEMU déjà faite, mais a priori, il n'y a pas. À moins que j'ai loupé un autre truc. Virtual Environments. C'est à moins de builder moi-même l'image en fait. J'aurais été tenté de faire ça par exemple avec Packer. Cli deploy. Ah si, il y a un Virt Manager deploy from QCO2. Download prédéfini QCO2 image for KVM. Donc il y en a déjà. Il y en a peut-être déjà. Alors, installation, non. Running on Proxmox. ViOS, get. Parce que si je vais en rolling release, en fait, ce qui m'embête, c'est que les téléchargements, c'est que des images ISO. Je vais regarder parce que si je fais LTS, ils vont me dire qu'il faut passer à la caisse. Voilà. Et là, si je fais download images, je reviens sur le nightly build, ce qui me gêne pas en soi. Mais ouais, je crois qu'il va falloir que j'utilise l'image ISO. Hein. Bon, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique.
Mais toujours est-il que je me disais que ce serait sympa de pouvoir, depuis ma métrologie, en fait, poler au moins cette machine-là. Voire même poler cette machine-là. Sachant que dans l'idéal, à part mon réseau LAN classique, tout ce qui est derrière ce routeur iOS, en fait, tout sortirait via le VPN. Comme ça, en fait, chaque fois que je ferai des manips sur ces machines-là et qu'elles sortiraient sur Internet, elles sortiraient par un autre point que le stream. Et ce qui serait assez cool, c'est que depuis cette machine VPS, je pourrais par exemple pourquoi pas faire des ouvertures de ports, avoir pourquoi pas même un reverse proxy sur le VPS pour proxifier vers des services que je pourrais mettre dans le Home Lab. Alors qui de fait ne serait en ligne que le temps du stream, mais par exemple pour vous montrer des choses en direct, je pense que ça pourrait être amusant. Je trouverais ça très drôle par exemple de mettre en place, pourquoi pas un load balancing basique, donc une répartition de charge, tout ce qui est de plus simple, et de vous dire, bah écoutez, vous pouvez taper sur, je veux dire un truc débile, hein, mais homelab.anotherhomepage.org, et à ce moment-là, vous avez une page web qui dit serveur 1, serveur 2, serveur 3, vous faites F5 et de temps en temps vous tombez sur une autre machine. Ça pourrait être marrant. Alors je dis pas que ce serait forcément que ça, mais au moins pendant les streams, je pourrais vous faire des démos qui seraient entre guillemets visibles sur internet et vous pourriez entre guillemets participer. Donc c'est un peu l'idée derrière ce système là. Par contre, il faudrait, alors la raison pour laquelle je veux mettre un paywall, c'est aussi justement pour empêcher tous les trucs un peu verbeux que je pourrais tester des fois de sortir et de faire 20 millions de requêtes DNS, bien entendu garder un cache. Alors c'est un peu l'idée que j'ai, mais dans l'immédiat, ce que je vous propose, ce qu'on peut peut-être commencer par faire, alors la question que je me pose, c'est justement, en fait c'est pour ça que ça m'embête un peu que ViOS n'ait pas d'image préfaite, c'est parce qu'en fait si j'ai envie d'avoir un truc, hey merci beaucoup pour le follow Mick Le Garo, merci à toi, c'est très gentil. En gros ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien refaire des trucs en mode as code, avoir un Terraform de base pour par exemple pour ça, mais je pense que ça va être un petit peu ennuyeux là, si je dois builder l'image moi-même. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors justement je démarre par des streams de on build une image iOS. Ce qui peut être aussi une autre option. Et bah ça va plutôt bien. Et toi Mick? Pourquoi pas mettre un firewall à la place du ViOS, genre par exemple un OPNsense? Et d'ailleurs salut K35. Je sais plus si t'étais déjà là tout à l'heure. J'ai la mémoire qui flanche. Hop. Non. Alors, ça pourrait être une idée. Après, ce qui se passe, c'est que l'administration de l'OPNsense, ce serait un peu compliqué parce qu'en fait, si je reviens ici, hop, si je zoome un peu ici, l'OPNsense, ce lien-là, ce serait son lien, comment dire, ce serait son lien LAN, et ça, ce serait son lien WAN. Et donc, en fait, il faudrait que je commence par ouvrir quelque part l'accès vers l'interface web d'admin depuis mon PC de stream, qui finalement est au-delà de la partie WAN. Alors qu'avec un ViOS, j'aurais pas ce genre de problématique là.
Et ce que je me dis aussi, c'est qu'avec un ViOS, je dois pouvoir l'automatiser à coup d'Ansible. Ce qui est peut-être pas garanti sur un OPNsense ou un pfSense. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais de vous? Pour l'instant, je schématise, je réfléchis à ce que je vais mettre en place sur une machine que j'appelle mon Home Lab, qui est en gros un PC monté avec des composants serveurs, et sur lequel je voudrais mettre en place divers services pour essayer, pour bidouiller, pour apprendre, pour découvrir des choses, notamment dans le domaine de l'hébergement, de l'administration système et réseau. Et en fait, il se trouve que j'avais déjà une machine comme ça, sur laquelle on avait fait un labo réseau un peu complet. Et là, maintenant que j'ai réinstallé proprement la machine, eh ben, je réfléchis à ce que je vais faire de nouveau sur celle-ci. Notamment, par exemple, je voudrais que tous les services soient derrière un routeur virtuel dont tout le trafic sortant ira via un tunnel VPN sur un autre point de sortie sur Internet. Voilà. Voilà ce que ça donne, Mick. N'hésite pas si jamais tu as d'autres questions suite à ça. Et donc, pour l'instant, ce que je me disais, c'est que le routeur pourrait être la distribution Linux ViOS. Le routeur pourrait aussi être effectivement un OPNsense. Une autre idée que j'ai d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a des images pour ça. Alors, je sais que ça fait un peu... ça va peut-être faire un peu peur, mais ce que je me dis, c'est que on pourrait peut-être... Salut Adrien! Intéressant, j'ai pas tous les termes, mais j'écoute. Écoute, si jamais il y a un truc qui te paraît abscon, qui te paraît inconnu, bah écoute, n'hésite pas à demander. L'idée, c'est pas forcément que je fasse des projets ultra rapides. L'idée, c'est que c'est quelque part on grandisse tous avec ces lives. J'espère que tu vas bien, Adrien. Ouais, ça roule. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit shoot-out à notre ami Adrien. Hop, Adrien de Linuxtrix. Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui ça parle OpenWRT? Parce que à l'origine, OpenWRT, c'était fait pour fonctionner sur du matériel embarqué qui n'était absolument pas du matériel PC classique. Sauf que OpenWRT, ah bah voilà, si tu as... voilà, ça je me doutais qu'il y en avait au moins un ou deux qui allaient dire, voilà, WRT54GL. Alors du coup, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, la marque Linksys, qui a été ensuite rachetée par Cisco, c'est une marque qui a fait des modèles de routeurs grand public, de routeurs point d'accès Wi-Fi. Exactement, oui, c'est vieux ça, Fabstock. Et ils avaient notamment fait des routeurs qui est... justement, ils ont commencé avec le modèle, le WRT54G. Et en fait, il s'est avéré que ce modèle-là... Alors pourquoi WRT? Je crois que c'était pour Wi-Fi routeur. Et 54G parce que ça faisait du Wi-Fi G, du Wi-Fi à 54 mégabits par seconde. Oui, tout à fait, racheté par Cisco. Et il se trouve que lorsqu'ils ont sorti ce premier routeur, le WRT54G, des gens avaient remarqué que le firmware était basé sur Linux. Et comme cela devait se faire, et ben, Linksys avait fourni les sources. Et des gens ont réussi ensuite à créer leur propre firmware communautaire pour remplacer le firmware Linksys. Et ce firmware communautaire s'appelle OpenWRT. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, Linksys
a sorti plusieurs modèles dans les gammes WRT quelque chose, et il y a eu certains modèles qui ont été comment dire, qui ont été sortis avec la possibilité, enfin alors sans forcément la possibilité officielle de mettre un Linux dessus. Et il y a eu le WRT54GL qui lui était spécifiquement déverrouillé pour qu'on puisse mettre un OpenWRT dessus. Alors il y a d'autres marques que Linksys sur lesquelles des gens ont essayé de porter OpenWRT. Il fallait un JTAG pour le réunit, il doit être à la cave. Bah, pour le coup ça peut s'arranger le JTAG. Hein. Moi typiquement j'ai utilisé OpenWRT sur du petit matériel. Bah, tenez, je vais vous le sortir. Comme ça, en plus, je vais aller vers l'armoire en pain que Adrien affectionne tant. Et après, je répondrai à sa question. Alors, peut-être que dans le genre vieux, certains ou certaines ont déjà connu ça. Et ben ça, en fait, c'était un routeur qui visait à créer des réseaux communautaires. Et ce truc-là fonctionnait sous une version custom de OpenWRT. Tout à fait, la Fonera Fabstock. Et bien entendu, le truc, c'était pour les gens d'acheter ça pas très cher, et ensuite de l'ouvrir, de venir brancher un port série, et de déverrouiller le firmware qui était dessus pour le remplacer par un OpenWRT classique. D'ailleurs, celui-ci, je lui ai mis un OpenWRT classique. Et donc, tout ça, bah, ça, bien entendu, ça n'est absolument pas un PC avec un matériel x86. Donc en fait, OpenWRT, sa cible primaire, c'était jamais un PC. Mais on peut installer, aujourd'hui, puisque c'est du Linux, on peut installer un OpenWRT sur du PC classique. Et je me disais que peut-être, je pourrais m'en servir pour gérer... comment dire, bah, dans le rôle de ce truc là. Mais je pense qu'en termes de fonctionnalité, j'aurais beaucoup moins de choses qu'un ViOS ou un Linux, j'ai envie de dire un Linux classique. Donc, petite question hors sujet. Alors, est-ce que j'utilise le OBS de Fedora RPM, car je vois que tu as le même problème de décalage de son-image avec la webcam. Il faut désactiver le buffer sur les options de la cam. Ah, alors, déjà d'une, personne m'a dit qu'il y avait du décalage son-image. Généralement, je demande en début de live. Tu m'as dit il faut désactiver le buffer sur les options de la cam. Je vais faire ça tout de suite. Ouais, je viens de le trouver, Adrien.
Et l'image s'est figée. Fantastique. Alors je suis embêté parce que pour désactiver la source, ouais bah Adrien, j'ai comme l'impression que ça a eu des effets involontaires. Alors débrancher et rebrancher, débrancher et rebrancher, c'est un coup à avoir des gros ennuis je pense. La son c'est pas mal. Ouais mais ça m'embête un petit peu que du coup il n'y ait plus d'image. Alors non, fort heureusement non, ce n'est pas la cam qui fait le micro. Fort heureusement, j'ai un micro séparé à côté. Alors ce que je vais faire... Hop. On va s'y prendre autrement. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser la deuxième caméra. Hop. En tout cas, j'espère que... Remarque, tu me diras, la caméra, elle est plus allumée. Alors, il a dû passer sur Dev Vidéo 1 au lieu de Dev Vidéo 0. Alors, la blague, c'est qu'en plus, j'ai deux webcams. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir... Ouais. Oui, donc ça, c'était la deuxième caméra. Non, mais nickel, nickel. Non, ça, c'est la deuxième caméra à laquelle je n'ai absolument pas touché en termes de settings. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah tiens, elle est là. Eh bah non, pas nickel. Fedora, c'est plug and play? Ouais, peut-être. Ah. Eh ben voilà, me revoilà. Alors, on refait... Voilà, hop.
Allez, on fait un clap. Est-ce que cette fois-ci, c'est... Non. Ça décale toujours. Bon, eh ben, on va redécaler le son du micro. Alors, le décalage, il était... Allez, deuxième clap. Ah mais là je suis de retour sur la première caméra, Adrien. Si je parle sans m'arrêter, c'est fou ce décalage. Oui, bah je suis assez d'accord, Adrien. À 500 millisecondes. Allez. Tac. On est reparti. Pas trop mal. Presque. Attendez, est-ce que ça veut dire que si j'enlève... Est-ce que là on est bien? Voilà. Si ça va... Est-ce que je peux refaire le clap à nouveau? Ouais. Là c'est bien. Et ben en fait j'ai... je pense que c'est grâce à effectivement au retrait du buffering. Je fais ça quand c'est fou. Avec le retrait du buffering, je pense que en fait j'ai plus besoin de mettre de décalage entre le son et l'image. Parce que j'introduisais volontairement dans OBS un décalage de son et d'image. Et donc, pour la petite histoire, Adrien, je n'utilise pas le RPM de Fedora, j'utilise le Flatpak. Ok, c'est bon à savoir, le buffering. Et je crois qu'il faut aussi que je remodifie l'autofocus. En fait, la raison pour laquelle j'utilise le Flatpak et pas le RPM... alors le focus est bien actuellement, mais j'ai déjà eu des blagues. J'ai déjà eu des blagues de l'autofocus dans des lives dans le passé. Mais en fait, pourquoi j'utilise le Flatpak et pas le RPM? Alors peut-être que ça a changé avec le RPM, mais oui c'est ça, pour la source web. Parce que sans la source web, typiquement le chat, il n'y a plus. Sans la source web, en dessous, je crois que les petits messages en dessous, pareil, il n'y a plus. Ça, en haut, hop là, en haut ici, c'est du fichier texte, donc ça va. Mais vraiment, ça c'est... Ah, ils ont un plugin? Écoute, éventuellement, on en parlera on pourra peut-être en parler en privé, en off. Basé sur WebKit GTK. Ah, ok. Bah écoute, on pourra toujours essayer de regarder ça ensemble, de jeter un œil en off. Ah bah écoute, parfait, si en plus il y a un package. Hey, salut Manon! Bonne année Manon! Bon, on va revenir sur... Oh, et en plus Manon qui arrive et qui sub. Merci Manon! Merci pour ton premier sub de l'année. Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. En plus, c'est ton 20e mois d'abonnement. 20e mois d'abonnement. Ah, Manon, merci. Alors, eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien. J'espère que toi aussi, ça va. Tu sors du taf à presque 22 h, ma pauvre Manon. Ouais, tu es une... Oh, non, tu es l'une des... comment dire? Tu es l'un des soutiens de la première heure. Voilà, comment on dit. Un soutien de la première heure. Et donc ouais, j'espère que même si tu sors à presque 22 heures, j'espère que tu vas bien Manon. J'espère que tu pourras te reposer.
Alors, figure-toi, Manon, que on va, j'espère, cette année, se relancer un peu plus dans le Home Lab, parce que je l'ai un peu laissé tomber en 2023. Et donc, maintenant que j'ai un Home Lab fonctionnel, fraîchement réinstallé, eh ben, j'aimerais faire des trucs avec. Et donc... Oui, je suis passionné par ce que je fais, mais pas trop sur du DevOps. Et donc, si je reviens à mon schéma, eh bien, il se trouve que l'idée, ce serait que j'ai en fait un routeur virtuel qui puisse être connecté en bridge dans mon réseau. Et en fait, ce routeur virtuel, lui, il partirait directement en VPN sur Internet. Sur une machine qui serait sur Internet, pour que comme ça, tout ce que je ferais derrière ce routeur-là soit, alors j'irai pas dire protégé, mais au moins sorte pas avec mon IP de sortie. Tu formes des gens à la gestion de projet, mais j'ai hâte de revenir au DevOps. Ah, la gestion de projet. La gestion de projet. C'est quelque chose. Chef de projet, c'est un métier à part entière, je trouve. C'est un métier qui est pas évident, je trouve. Alors vous me direz de quoi je parle, bah, c'est parce que je m'y suis un peu essayé et que j'ai pas l'impression d'être très bon. Et quand j'ai pas l'impression d'être très bon, en plus, ça ne m'aide pas à me... disons que ça m'a pas aidé à apprécier les choses. Et j'ai eu des difficultés, certaines difficultés sur les projets sur lesquels j'ai pu essayer d'être un petit peu plus que simple exécutant. Et c'est vrai que j'ai eu du mal. Mais quand je vois un peu justement ce que bah non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et franchement, les gens qui sont chefs de projet, moi, quelque part, je leur tire le chapeau. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont été chefs de projet. Avec le recul, je me dis, punaise, je leur ai pas facilité la vie. Hein. J'aurais dû être un peu plus sympa. Bref, toujours est-il que on se demandait ce qu'on allait mettre comme routeur, comme logiciel. Bonsoir, salut le vilain coco. Le savoir-faire, c'est un skill qui est reconnu dans le management. Oui, mais justement, ce qui se passe, c'est que les chefs de projet n'ont pas forcément l'autorité du manager. Et ça, c'est pas forcément évident. Bref, nous driftons. Attention, nous driftons. Là où j'étais en train de me dire, ce qui serait cool, c'est que malgré tout, on arrive plus ou moins à automatiser. Donc on se disait qu'avec ViOS, drifter. Alors Adrien, ce qui se passe, c'est que je fais référence à une autre chaîne Twitch, qui est celle de l'ami Emile NB, pour ne pas le nommer. Il lui arrive régulièrement qu'il veut aborder un sujet dans un live, et en fait le chat l'emmène sur un autre sujet, complètement autre chose. Donc ils divergent complètement et ils ont fini par appeler ça drifter. Voilà, c'est du hors sujet, tout à fait. Un grand drifter, ce Emile, ouais, complètement. C'est tout le problème du management, nous drive-t-on. Oui, bon, je fais ce que je peux. Je l'ai vu. Elle est pas mal, Haribo. Elle est pas mal. Bref, toujours est-il que j'aimerais bien automatiser au moins ce routeur-là. Et ce qu'on a vu, c'est que avec ViOS, a priori, en termes de téléchargement, on est uniquement sur des images ISO. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir au début un certain comment dire, un certain petit remarque, j'étais en train de me dire, supposons que je pop des VM via Terraform. Ce que je peux faire, c'est que je peux popper une VM sans disque dur, mais avec une image ISO. Alors de fait, ça veut dire que mon ViOS va constamment tourner via une image ISO.
Mais ensuite, éventuellement... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir la conf qui est stockée sur le disque dur et que ViOS la prenne? Alors, Haribo, l'ISO de ViOS, c'est pas juste une ISO d'install, c'est une ISO live. On peut faire une petite démo en direct. J'aurais dû le mettre à télécharger plus vite. Mais je me dis que... ViOS ISO image auto load configuration. Oui mais non, je veux utiliser un autre moteur de recherche. Automate installation. Ouais, faut ajuster l'image. Deux gestionnaires qualité se disputent dans un couloir. Pour savoir qui a raison, il joue à Pierre Feuille ISO. Pas mal Manon, bravo, bravo. J'aime beaucoup Manon. Oula, ISO c'était énorme. En plus, ISO bat la doc papier, le papier bat la pierre et la pierre fait mal à l'auditeur qualité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper hop, le Virtual Machine Manager. Nouvelle, hop, local media install. Browse. Alors, forcément, il faut que je rajoute browse local. Hop, downloads. ViOS. Là, voilà. Alors, on va lui dire Debian testing. Hop, forward. Gna, oui. 1024 de CPU. Un seul, ça va suffire. 20 gigas. Ouais, de toute façon, je vais la détruire plus tard. ViOS test. On va laisser le 20 gigas. On va la laisser en mode NAT, c'est juste pour la démo. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de... tac. Une seule interface réseau. Tac, ça c'est bon. Ouais, c'est bon, allez. De toute façon, CPU, j'en ai mis qu'un. Allez. Begin install. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il veut inhibiter les... ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va éviter... Hop, on va zoomer un petit peu l'écran, histoire que vous voyez quelque chose. Et j'ai normalement dans la vue... Scale Display Always. Voilà. Donc là, normalement, vous y voyez un peu quelque chose. Donc... ViOS boot menu, donc je vais faire, tu vois là il n'y a que du live system et je fais KVM console, donc il démarre. Est-ce qu'on va voir des choses intéressantes? Est-ce qu'il y aurait genre, je sais pas moi, alors, la dernière fois que j'avais voulu regarder notamment la config, une config Cloud Init, il avait fallu que je rebuild l'image.
Mounting ViOS config. Configuration success. Donc normalement si je fais ViOS, voilà. Et là si je fais un IP, alors si je fais juste un IPA pour le principe, j'ai un ETH 0 qui est up, qui n'a pas d'IP, tiens. Enfin il a une IPv6 mais du coup il s'est pas branché. Si je fais un show configuration, il y a quoi? D'accord. Non, par défaut, il a aucune configuration IP, mais on peut voir qu'il voilà, y a une config de base. Ouais, l'Inet 6, c'est la link locale, oui, donc forcément, il a pas vraiment de configuration. Enfin, la configuration n'est pas réellement fonctionnelle, finalement. Je n'ai pas besoin de ça, en plus. Mais toujours est-il que... config, on avait dit. ViOS config D. ViOS configuration daemon. Je demande 2 petites minutes. Alors, donc, ce qu'on peut faire, est-ce que... Live config, c'est quoi ça? Système CTL, status, on a dit live-config. lib systemd système live config.service. Lib systemd système live config.service. N'empêche que, est-ce que c'est le bon /bin /live config, et c'est quoi ce truc? POSIX shell, ça me plaît ça. var log live config.log. Eh, salut The! J'espère que tu vas bien. Alors je vois pas de chargement de fichiers de config. Je vais quand même revérifier. Oh, je voudrais refaire mon home lab. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux mettre? En gros, l'idée, c'est d'avoir en tête de pont de mon home lab une machine virtuelle qui fait routeur et que je vais pouvoir relier à un VPN vers une machine sur Internet. Et en fait, tout le trafic sortant partira dans le VPN. Et ma distrib favorite pour monter un routeur virtuel, c'est ViOS. Et j'étais en train de me dire que ViOS c'est bien, mais la dernière fois que je m'en étais servi, ça avait été un peu la croix et la bannière pour avoir un truc qui soit automatisable.
dans le sens où j'aimerais pouvoir le déployer à grands coups de Terraform et d'Ansible. Et là, ça devient un petit peu plus comique. Et je me demandais si y avait moyen de juste lui donner à manger un fichier de conf. Pas forcément... parce que voilà, du Cloud Init, le problème, c'est qu'il faut rebuilder l'image. Et ça m'ennuie un peu. Donc s'il y a moyen que depuis l'image ISO live, ViOS est capable d'aller chercher un fichier de conf dans, je sais pas moi, dans un disque ou autre, j'avoue que ça m'arrangerait bien. Bah oui, moi aussi, c'est une idée qui me botte bien, mais en fait, j'ai pas envie de me casser la tête à builder les images. ViOS Automation. Ouais, bon, ça c'est du script shell, donc on va pas se... C'est pas forcément ça qui va m'intéresser, je pense. Parce que dans ce cas-là, autant utiliser de l'Ansible. Même si c'est chouette qu'il y ait plusieurs... Alors, à ma connaissance, non, il n'y a pas d'interface web sur ViOS. C'est du CLI uniquement, et c'est un CLI dont la syntaxe se rapproche très fort de Juniper. Ah oui, tiens, j'ai pas regardé si du coup il y avait quand même maintenant du Cloud Init dans les... Non. Non plus. Tiens, il y a Sortbot qui est intégré. Juniper HPE. Je me demandais si quelqu'un allait relever Gizmo, mais oui, effectivement, Juniper HPE. Pas de soucis Manon, c'est très gentil d'être passé. J'espère qu'on se reverra bientôt. N'hésite pas à revenir. Ciao. Oui, tout à fait, The Juniper a été racheté par HPE. Je suis tristesse et désespoir. Bon, ça, c'est tout ce qui est Cloud Init. Ouais, lapin féroce, tristesse et désespoir plus 1. Bah, t'es pas le seul, hein. J'ai un groupe de connaissances et d'amis qui ont accueilli la nouvelle avec comment dire, je dirais pas de la tristesse, mais pas, enfin, comment dire, personne n'est mort, hein. On va pas se mentir, c'est juste un rachat d'entreprise. Mais il n'empêche que ça fait suer parce que encore une fois, c'est une, enfin, voilà, je vais pas dire que tout HP est une entreprise comment dire, maléfique, mais ce qui se passe, c'est que personnellement, il y a pas mal de choses chez HP où j'ai jamais été franchement convaincu. Et en termes d'équipement réseau chez HP, les derniers trucs bien finalement c'était Aruba. Mais c'est normal, c'est que ça venait pas de chez eux à la base. Et je dis ça parce que j'ai un Procurve à la maison. Et honnêtement, devoir me... oui, la gamme Aruba, elle va bien, mais c'est quand même un peu... Enfin, remarque, ça fait un petit moment que j'ai pas touché d'Aruba, donc... Oui, HP Procurve, alors oui, ça fait le taf. Niveau hardware, je dis pas que c'est mauvais. Honnêtement, mon HP Procurve, alors vous me direz, moi je suis à la maison, j'ai à tout casser, peut-être 10 machines qui vont être reliées au Switch.
ça va. Et j'ai aussi utilisé en environnement un peu professionnel, côté on va dire poste de travail du HP, en firmware comware, ça marche. Ça marche, fonctionnellement, comment dire, ça rend le service. Le problème, c'est pas le matériel, le problème, c'est pas le logiciel, que j'ai avec HP en tout cas, le problème, c'est comment on se le procure, comment on accède aux informations de support. C'est un brouillon, c'est un capharnaüm. Limite à chaque fois, il faut que je recrée un nouveau compte. Si j'ai pas de numéro de SIRET, c'est encore la galère. Donc, à un moment, quand tu veux juste mettre à jour le firmware de ton équipement, ben c'est franchement difficile. Alors que... alors vous me direz, sur les équipements réseau, Cisco et Juniper, enfin bon, à mon avis, faut aussi montrer patte blanche. Mais voilà, ça fait partie des choses qui m'enquiquinent chez HP. Oui, Cisco, Cisco, c'est, je pense que c'est même franchement, c'est vraiment, oui, c'est un, oui. On va se dire que donc le truc, c'est que je pense que beaucoup de gens craignent que la qualité de service, la qualité du support Juniper s'en ressente après le rachat. Et peut-être même la qualité des produits eux-mêmes. Mais ça, voilà. Bien. Toujours est-il que... bon, Cloud Init, a priori, il faut refaire une image, ça m'emballe pas. Ça a l'air d'un truc pareil pour y accéder à distance. Parce qu'en fait, pour l'instant, la seule chose que je vois, c'est que, comme on disait, en fait, ViOS, une fois qu'on a démarré l'ISO, en fait, voilà, le système est fonctionnel. Bah justement, c'était avec Haribo qu'on disait ça. Bonne fin de soirée à toi, Haribo, et à bientôt. Je refais un show configuration pour le principe, mais je peux modifier la config. Alors là, comme ça en tête, je sais plus trop comment on fait, mais voilà. Si je fais un configure et que je fais un set système host name, comment on fait? Bon, on va l'appeler, comment j'avais mis, ViOS test. Allez, ViOS-test. Voilà. Commit. Show configuration. Ah non, je suis pas dans le. Tac. Ah, il faut utiliser exit, mais il faut que je fasse un save, je crois. Voilà. Exit. Show configuration. Alors du coup, il me l'a pas loadé. Il me l'a pas loadé, je me suis trompé. Si, hostname ViOS test. Alors si je me délog et que je me relog, ViOS, paf, voilà, ViOS test. Par contre, où est-ce qu'il est allé me charger ça? Si je fais un grep moins ir ViOS-test dans slash. Par machine not permitted, ouais, ok. Parce que pour l'instant, à part je me connecte via Ansible en lui disant bah tiens, voilà le login et le mot de passe par défaut, vas-y, crée-moi tout un tas de choses. Et encore, sachant que en plus là par défaut visiblement j'ai même pas eu d'IP. Alors que pourtant il y a un DHCP dans le sous-réseau de test, dans le sous-réseau virtuel. Mais
Alors Ansible, ça va être carrément envoyer des commandes. Pourquoi pas. Mais Cloud Init, on a dit que c'était CI data volume. Bah ouais, mais config.boot. Ok. Fortinet, ils n'ont pas été rachetés. Ça, c'est les configurations de base, ouais, mais c'est pas ce qui nous intéresse. How to load the default configuration. Ah, alors. Non. Le fichier de configuration par défaut, ok. Si vous voulez charger la configuration par défaut en remote, vous pouvez lancer la commande be careful on network maybe aborted. Ouais mais non. Ouais mais non. Celui-là on a vu. Image management, bon bah, ça c'est c'est ouais, il y a des fois je me dis en fait il va falloir que je crée une faut que je crée une image genre façon Packer ou autre et ok, donc là il y a un gars qui alors qui fait ça avec du VMware ESXi. Ah mais d'accord, il fait ça à grand coup de... Il fait quand même pas ça à grand coup d'expect. Ah bah si, Python 3 expect, quelqu'un dit. Create VM from ISO. Ah d'accord, quelqu'un le faisait via... Oh là là, VirSH console. Ah ouais, non, ça va devenir... ViOS KVM. Installer les VM et fournir... Ouais. En fait, je crois que ouais, on va devoir commencer par se créer nous-mêmes une image. Je pense que c'est... Malheureusement, ça va être... Ah bah, ça commence mal. Tant pis. Hop. Et là... Ça me plaît bien ça, ViOS from scratch. Qu'est-ce qui nous...
iOS Evangelist, nanana. Ah oui, mais du coup, il ne nous fait pas de... Et on peut... Ouais, bon, il y a une image Docker pour... Oui, d'accord. Ok, bah je pense qu'on on va faire ça, hein, on va devoir se... On va devoir se builder une image. Hop. Bon, là c'est les histoires de subnet, blablabla. Bon, finalement son... est-ce qu'il dit qu'il y a un épisode 2 juste par curiosité, ou est-ce que... si je regarde ces trucs, on ça date de 2020. iOS from scratch, routing and VPS edition. Hop. Ah bah c'est marrant, ça ressemble à des trucs un peu ce qu'on voudrait faire, non? Oui, sauf que en fait il... c'est juste du à la main et c'est pas de l'automatisé. Donc vraiment, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lier ça hop dans le chat parce que c'est quand même intéressant, je trouve. Et moi, je vais mettre ça dans les liens du live sur le chat Discord de la chaîne. Hop là. Lien du live, hop. Et on va aller regarder... Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. On avait parlé de iOS Cloud Init. Build iOS. Building using a Docker container. On va peut-être se lancer là-dedans, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut, pourquoi ne pas utiliser une distrib classique avec du FR routing? Bonne question. Bonne question. Alors, déjà, bienvenue, Guillaume. Alors, la distrib classique, c'est vrai que quelque part, je pourrais peut-être faire ça. C'est vrai que ça aurait ses avantages. Après, ce qui m'intéresse finalement avec iOS, c'est de pouvoir par moment continuer à utiliser la syntaxe Juniper pour pouvoir continuer à garder la main dessus. D'autre part, c'est vrai que si j'automatise, tu me dirais s'il faut rebuilder la VM avec du Ansible ou avec autre chose, c'est jouable aussi. L'idée, c'est que j'aime bien aussi l'aspect appliance, où au moins j'ai uniquement des trucs de routage dessus. Mais ça se discute effectivement. Généralement, les distribs orientés routage sont quand même normalement déjà plus ou moins
préconfiguré sur certains trucs. Et en plus, en ce qui me... Alors, je serais pas forcément... Si j'utilisais une distrib classique, je serais pas forcément parti sur du FRR. J'aurais peut-être été Go Red Base, comme a priori l'utilisation va juste être VPN, IP Forward, NAT. J'aurais peut-être tenté ça avec du... soit avec directement du... mince, pas du IP table, mais du NF table, ou du Firewall D. Ça peut être une autre option, effectivement. Ça peut être une autre option. Question que je me pose, c'est déjà, est-ce que ça c'est facile à... Si je reviens ici, hop, plutôt... Vu le besoin du NFT, un peu de Hyperroute semble suffisant. Ben ouais... Effectivement. A priori, ça c'est quand même documenté. Oh, c'est une sacrée image là qui me font cool. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, dans le genre léger, ce qu'on pourrait peut-être utiliser comme distrib de base, ce serait Alpine Linux. Et j'étais en train de me demander en termes de package. De toute façon, on a du Python. Si je fais un Python étoile. Il y a du Python. Donc on pourrait gérer ça via Ansible. Est-ce que FRR est dispo? On a du FRR. Est-ce qu'on a du WireGuard? On a des trucs. Juste au cas où, est-ce qu'on a de l'OpenVPN? WireGuard est dans le kernel. Bon, bah, si WireGuard est dans le kernel, on a du NF table. Ceci étant, est-ce que ça vaut le coup de gérer du NF table directement?
Tu ne le gères pas directement si tu utilises Ansible. Ben, effectivement. A priori... Listing rules. Oula, ça a pas l'air super quand je vois les notes implemented. Ou alors je pars avec une Fedora comme à mon habitude et je dois pouvoir facilement gérer ça à grand coup de firewall-D. Mais je me dis qu'avoir un truc vraiment vraiment ultra léger. Non, c'est pas ça que je veux. Hop. C'est ça que je voulais. Ouais, non, LFS, non, quand même. À la limite, je préfère encore revenir sur du iOS. Rôle variable, il y a des NFT. Oula. Je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'avais que je m'étais dit iOS c'est bien, c'est relativement simple. C'est que mine de rien, les règles de filtrage. Alors malheureusement, je n'ai pas encore essayé OpenTofu, Guillaume, donc je n'ai pas d'avis. Il faudra peut-être que j'essaye quand même. Bon, je pense qu'on va faire un premier test. On fera ça dimanche. On fera un premier test où effectivement on va essayer de popper une Alpine et on essaiera de configurer déjà dans un premier temps un NAT. Je pense que déjà rien que ça, popper une comment dire une Alpine Linux avec une configuration de base et rajouter un NAT, un forward de paquet. Rien que ça va déjà être NFTab module R Ansible, bah tiens. Est-ce que vous avez essayé FirewallD? C'est la première réponse. Quelqu'un qui demande un module NFTable côté Ansible et il y a quelqu'un qui répond bah essaye FirewallD en fait. FirewallD n'est que pour... Ouais, non, alors ça, c'est pas vrai, FirewallD. Eh, merci beaucoup, EasyJS, pour le follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et oui, en plus, la blague, c'est que moi, j'avais cru lire quelque part que, en gros, dans des pages de wiki Debian, ils disent vous voulez utiliser NFTable? Non, mais installez FirewallD.
NFTable est vraiment pas complexe dans sa syntaxe, ça peut se gérer facilement à la main pour un lab. Et il y a un an, le mec qui arrive avec son petit truc. Ok. Bon, je pense qu'on verra ça à ce moment-là. Parce que mon idée, c'est pas de juste dropper un fichier de conf. Je veux pas juste faire un équivalent de SCP le fichier et puis pouf. Hein, ça pour moi, c'est vraiment du... j'ai envie d'aller un petit peu au-delà avec Ansible. Storage, networking. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Et on pourra dimanche commencer à déployer ça. Et ben merci pour vos comment dire, pour vos aides. Merci beaucoup pour vos éléments qui vont permettre de faire vivre ce projet. J'espère que vous serez là dimanche. Normalement dimanche, comme d'habitude, je vais démarrer 18h et le pouce. Donc habituellement je stream les dimanches. Là c'était un peu exceptionnel, c'était pas forcément prévu. J'avais la possibilité de le faire, donc je me suis dit allez soyons fous. Pour celles et ceux qui découvrent la chaîne, donc, il s'agit surtout ici de faire de l'administration système et réseau, un peu d'automatisation, des thématiques parfois un peu DevOps. Il m'arrive aussi des fois de dévier complètement et de faire des trucs plus pour le plaisir de la bidouille. Par exemple, les 2 derniers lives, j'ai ressorti un vieux IPC et on a essayé d'installer un Linux dessus et voir si on arrivait à faire encore des trucs avec. Et finalement, on arrivait encore à faire des trucs avec. C'était assez marrant. Toujours est-il que si jamais vous voulez continuer à suivre la chaîne, c'est normalement le genre de projet qu'on peut avoir de temps en temps sur la chaîne, avec parfois de l'accent sur des choses plutôt en mode auto-hébergé, service mis en place soi-même. Alors, j'ai comme l'impression qu'en ce moment le jeudi il y a plus grand monde qui stream, en tout cas dans la sphère tech francophone. Donc j'ai comme l'impression que pour faire ah mais attendez, si on a Virtualabs qui est dans le coin. On va aller faire un raid vers Virtualabs. Je pense que ça va être sympa. Allez, on va faire ça. Moi je vais m'enregistrer le petit truc que j'ai fait dans Draw.io et puis on va pouvoir aller finir la soirée chez Virtualabs. Hop. Du coup je vous donne rendez-vous dimanche 18h normalement s'il n'y a pas de changement de programme, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Restez là pour le raid, ça soutient le gars chez qui on va notamment. Ciao ciao.